En moins de 3 ans, le Burkina Faso a changé de cap. Malgré une insécurité persistante et des pressions extérieures, des politiques coordonnées ont produit des résultats visibles dans l'agriculture, la santé, l'éducation et les infrastructures nationales. Que signifie cette transformation pour les citoyens ordinaires? Et comment le leadership d'Ibrahim Traoré redéfinit-il concrètement le rapport entre l'État, la souveraineté et l'action collective? Au-delà des discours, l'expérience burkinabé soulève une question centrale. Peut-on reconstruire un pays en guerre en mobilisant ses propres ressources humaines, économiques et politiques sur la durée? Cette analyse promet une chose simple: comprendre ce qui a réellement changé et pourquoi cela compte maintenant. En moins de 3 ans, l'État burkinabé a engagé des initiatives simultanées touchant la production alimentaire, les services de santé, l'éducation, le sport et les routes, avec une logique assumée de souveraineté par l'intérieur. L'enjeu n'est pas de célébrer des annonces, mais d'examiner des mécanismes, des rythmes et des effets mesurables sur la vie quotidienne. Pour le public, le bénéfice est clair: disposer d'un cadre lisible pour juger si ces politiques répondent aux besoins réels, si elles tiennent dans le temps et à quel coût collectif. Le pari est risqué: mobiliser la population, investir sous contraintes sécuritaires et réduire les dépendances extérieures expose à des retards, des tensions et des critiques légitimes. Mais les enjeux sont élevés. Si la coordination fonctionne, elle peut modifier la relation entre citoyens et institutions, renforcer la résilience économique et déplacer le centre de gravité des décisions. Si elle échoue, la déception peut être durable. C'est cette ligne de crête entre promesses et preuves que les sections suivantes vont explorer pas à pas. Un chiffre résume le basculement initial: plus de 26 000 citoyens ont participé directement à des forums civiques organisés dans les anciennes régions. Ce volume de participation, rarement observé dans un contexte sécuritaire contraint, signale un choix stratégique précis: placer l'engagement populaire au cœur de l'action publique, plutôt que de le traiter comme un effet secondaire. Cette orientation, associée au leadership d'Ibrahim Traoré, structure la séquence qui suit. Le contexte reste pourtant lourd. Le Burkina Faso sort d'années marquées par l'instabilité, les attaques armées et une défiance envers l'État. Les capacités budgétaires sont limitées, les chaînes d'approvisionnement fragiles et la pression régionale constante. Dans ce cadre, l'option retenue n'a pas été de prioriser un seul secteur, mais d'avancer sur plusieurs fronts à la fois avec des objectifs définis, des délais annoncés et des responsabilités identifiées. Un point ressort pourtant de façon claire: cette combinaison inhabituelle, sécurité et reconstruction, ne sont pas séquencées, elles sont menées simultanément. Tandis que l'armée tente de reprendre le contrôle territorial, des programmes civiques et productifs sont déployés à l'échelle locale. L'idée centrale est que la légitimité ne se décrète pas uniquement par la force, mais se construit par des résultats tangibles perçus par la population. Ce choix s'appuie sur une lecture particulière de la souveraineté. Pour Ibrahim Traoré, elle ne commence pas dans les négociations diplomatiques, mais dans la capacité d'un pays à nourrir, soigner et former sa population avec ses propres moyens. D'où la priorité accordée à l'agriculture vivrière, aux centres de santé communautaires et à l'éducation de proximité, présentés comme des piliers indissociables. À ce stade, l'enjeu n'est pas encore l'ampleur des résultats, mais leur cohérence. Les initiatives décrites partagent une même logique: réduire la dépendance, activer les ressources locales et recréer un lien fonctionnel entre citoyens et institutions. C'est ce socle, plus que les annonces elles-mêmes, qui explique pourquoi la trajectoire du Burkina Faso commence à être observée au-delà de ses frontières. Sur le terrain, les premiers effets se lisent:
moins dans les communiqués que dans des scènes ordinaires. Dans plusieurs quartiers et villages, des routes secondaires réparées réduisent les temps de trajet, facilitent l'accès au marché et limitent l'isolement saisonnier. Des centres de santé remis à niveau permettent des soins de base plus proches, évitant des déplacements coûteux vers la capitale. Ces changements restent modestes à l'échelle nationale, mais ils modifient des routines quotidiennes. Le rôle du personnage guide n'est pas celui d'un héros omniprésent, mais d'un point de convergence. Les initiatives associées à Ibrahim Traoré se traduisent par des cadres opérationnels où administrations locales, techniciens et citoyens partagent des responsabilités. Les communautés ne sont pas présentées comme de simples bénéficiaires, mais comme des acteurs appelés à participer à l'entretien, à l'organisation et au suivi des projets. Cette logique influe sur la perception de l'État, désormais associée à des actions visibles et situées. Des cas courts illustrent cette dynamique. Dans certaines communes, des journées de nettoyage et de plantation d'arbres deviennent régulières, intégrées au calendrier local. Ailleurs, des forums citoyens ouvrent des espaces de discussion sur les priorités, les droits et les devoirs. L'impact immédiat n'est pas seulement matériel, il est aussi civique avec une attention accrue portée à la gestion collective et à la responsabilité partagée. Ce qui compte ici, c'est que cette bascule discrète, lorsque des résultats concrets apparaissent tôt, même limités, ils peuvent enclencher un cercle de participation et de confiance. Ce mécanisme, fragile mais cumulatif, conditionne la suite de la trajectoire et prépare les phases plus lourdes d'investissement et de transformation. Au départ, la situation est contrainte. Le pays fait face à une insécurité persistante, à des ressources financières limitées et à une dépendance structurelle envers l'extérieur pour l'alimentation, les soins et certains services essentiels. Dans ce contexte, la première étape a consisté à activer des leviers jugés fondamentaux, mobiliser la population, définir des priorités claires et lancer des programmes concrets avec des calendriers annoncés. L'objectif n'était pas d'attendre un environnement idéal, mais de créer un mouvement interne malgré les contraintes. Puis, le mouvement s'est intensifié et s'est matérialisé par le déploiement simultané de plusieurs initiatives. Dans l'agriculture, des intrants subventionnés, du matériel et des formations ont été distribués afin de relancer rapidement la production vivrière. Dans les villes et les périphéries, des chantiers de routes et d'assainissement ont été ouverts, souvent avec une participation directe des habitants. En parallèle, des programmes de santé et d'éducation ont commencé à restructurer des services de proximité. Cette accumulation d'actions crée un effet de saturation visuelle. Chantiers, réunions communautaires et équipements deviennent des éléments ordinaires du paysage. Un basculement apparaît lorsque ces actions cessent d'être perçues comme ponctuelles. La répétition, la coordination et la continuité transforment l'impression générale. Les projets ne sont plus isolés, mais reliés par une logique commune de souveraineté et d'autonomie. Le leadership d'Ibrahim Traoré est alors associé moins à des annonces qu'à une cadence d'exécution, renforçant l'idée que l'État cherche à reprendre l'initiative sur plusieurs fronts à la fois. Puis viennent les premières répercussions, lorsque les effets commencent à se diffuser. Des routes améliorées facilitent l'écoulement des produits agricoles. Des centres de santé plus proches réduisent les coûts indirects pour les familles. Des écoles et formations professionnelles rapprochent l'apprentissage des réalités locales. Ces interactions produisent des gains modestes pris isolément, mais cumulés. Ils modifient donc les attentes et les comportements. La séquence reste toutefois inachevée. Les retards, les zones non couvertes et les tensions sécuritaires persistent.
Mais la dynamique enclenchée change la lecture du temps politique. L'action n'est plus promise pour plus tard, elle est observée au présent avec ses limites et ses effets immédiats. Au début, la situation de référence est contrainte. Avant les nouvelles initiatives, la production agricole nationale restait insuffisante pour couvrir les besoins, les infrastructures de santé étaient qu'en est concentrées dans quelques pôles urbains et l'accès aux intrants dépendait largement de circuits extérieurs instables. Dans ce cadre, les politiques engagés sous Ibrahim Traoré ont cherché à mesurer rapidement des écarts concrets entre la situation héritée et les premiers résultats observables, sans prétendre à une transformation achevée. D'abord, l'écart le plus visible concerne l'agriculture vivrière. Plus de 1 000 tonnes de semences améliorées ont été distribuées avec un mécanisme de subvention élevé, réduisant fortement le coût d'accès pour les producteurs. Concrètement, cela signifie que des exploitations auparavant limitées à des rendements de subsistance peuvent désormais ensemencer à temps avec des variétés plus résilientes. L'effet immédiat n'est pas une autosuffisance totale, mais une sécurisation des cycles agricoles et une baisse du risque de rupture locale. Ensuite, un autre repère porte sur la mécanisation et les intrants. 364 tracteurs ont été mobilisés pour le labour gratuit ou subventionné des terres agricoles vulnérables. Ce chiffre, pris isolément, peut sembler modeste à l'échelle nationale. Mais son impact réside dans l'écart opérationnel. Réduction des délais de préparation des sols, extension des surfaces effectivement cultivées et diminution de la dépendance au travail manuel intensif dans des zones fragilisées par l'insécurité. En pratique, cela libère du temps et de l'énergie pour d'autres activités productives ou communautaires. Enfin, un dernier repère touche à la transformation et à la valeur ajoutée. Les unités de traitement du riz équipées de technologies de tri ont permis de mettre sur le marché plus de 20 000 tonnes de produits transformés sur une période récente. L'écart avec le situation de référence est ici qualitatif autant que quantitatif. Là où les récoltes étaient auparavant vendues brutes à bas prix, la transformation locale améliore la qualité, stabilise les revenus et retient une part plus importante de la valeur au niveau national. Chaque chiffre appelle une lecture prudente. Les volumes ne suffisent pas à eux seuls à garantir la sécurité alimentaire ou la résilience économique. Toutefois, ils signalent une rupture de méthode. L'accent n'est pas mis uniquement sur la production, mais sur l'ensemble de la chaîne, depuis l'accès aux intrants jusqu'à la commercialisation. Cette cohérence explique pourquoi ces données sont mobilisées comme preuve et non comme slogan. Dans le secteur de la santé, la logique est similaire, même si les indicateurs sont plus qualitatifs à ce stade. La montée en puissance de centres de santé communautaires équipés vise à réduire les renvois vers la capitale et les soins à l'étranger. L'écart attendu n'est pas une couverture parfaite immédiate, mais une baisse progressive des coûts indirects pour les familles et une amélioration de l'accès aux soins de base. Ce passage du situation de référence au écart illustre une approche incrémentale. Sous Ibrahim Traoré, les politiques publiques sont évaluées par leur capacité à déplacer des contraintes concrètes, même partiellement. Les chiffres ne racontent pas une réussite totale, mais une trajectoire mesurable, où chaque gain, aussi limité soit-il, sert de point d'appui pour l'étape suivante. Les critiques les plus solides s'articulent autour de deux arguments principaux. Le premier soutient que la multiplication d'initiatives simultanées dilue les ressources. Dans un contexte budgétaire contraint et sécuritaire instable, avancer sur l'agriculture, la santé, l'éducation, le sport et les infrastructures risquerait de produire des projets inachevés, mal entretenus ou inégalement répartis.
Selon cette lecture, la priorité devrait être la sécurité, puis seulement ensuite le développement, de manière séquencée et prudente. Le second argument met en cause la durabilité. Mobiliser la population et subventionner massivement des intrants peut créer une dépendance à l'État, difficile à maintenir dans le temps. Les critiques craignent un effet de souffle initial suivi d'un ralentissement lorsque les ressources se raréfient ou que l'attention politique se déplace. Ils soulignent également le risque d'indicateurs flatteurs à court terme qui masquent des fragilités structurelles, notamment dans la gouvernance locale et la capacité de maintenance. Ces objections méritent d'être prises au sérieux car elles s'appuient sur des expériences passées dans la région. La réponse apportée par les autorités burkinabées repose toutefois sur une logique différente. Plutôt que de séparer strictement sécurité et développement, l'approche consiste à les lier. Les programmes productifs et sociaux sont conçus comme des compléments à l'effort sécuritaire, en réduisant les facteurs de vulnérabilité économique et sociale qui alimentent l'instabilité. Sur la question de la dilution des ressources, la réponse se situe dans la priorisation interne à chaque secteur. Les initiatives ne visent pas une couverture totale immédiate, mais des noyaux fonctionnels capables de produire des effets d'entraînement. Routes secondaires, centres de santé communautaires et formations ciblées sont pensés comme des points d'ancrage, appelés à être étendus progressivement plutôt que comme des solutions exhaustives. Concernant la durabilité, l'argument central est celui de la participation. En impliquant les communautés dans la mise en œuvre et l'entretien, les programmes cherchent à réduire les coûts récurrents et à renforcer l'appropriation locale. Cela ne supprime pas les risques, mais modifie leur nature. La dépendance n'est pas niée, elle est déplacée vers des mécanismes collectifs plutôt que purement financiers. Au final, la confrontation entre critique et réponse ne produit pas une certitude, mais un cadre d'évaluation. Les politiques actuelles doivent être jugées sur leur capacité à transformer un élan initial en institution et pratiques durables sans éluder les limites ni les ajustements nécessaires. À mi-parcours, une révélation s'impose. Les initiatives ne fonctionnent pas isolément, elles s'emboîtent. Route, agriculture, santé et éducation forment un système où chaque progrès renforce les autres. Lorsque des routes secondaires sont praticables, les récoltes arrivent au marché et soutiennent les revenus. Ces revenus facilitent l'accès aux soins locaux, tandis que la formation rapproche l'école du travail. Ce point médian éclaire l'intention stratégique associée à Ibrahim Traoré. La priorité n'est pas la vitesse maximale, mais la synchronisation minimale entre secteurs. Cette synchronisation réduit les goulots d'étranglement et limite les effets d'abandon. Elle explique pourquoi des gains modestes, répétés et visibles peuvent changer les attentes. Ce constat n'est donc pas un chiffre spectaculaire, mais une architecture d'actions reliées. À partir de là, l'analyse bascule vers les conséquences concrètes pour différents groupes. Cette lecture systémique prépare le terrain pour mesurer les effets sociaux, économiques et institutionnels. Elle permet aussi d'identifier où les tensions persistent et où des ajustements seront nécessaires. Ce changement de focale relance l'attention avant d'examiner les retombées observables. C'est à ce moment que l'impact devient lisible pour l'État, les entreprises et les ménages. Pour l'État, les effets se mesurent d'abord en capacité opérationnelle. Des routes secondaires améliorées facilitent la circulation administrative et logistique, réduisant les délais d'intervention et les coûts indirects. Les centres de santé communautaires allègent la pression sur les hôpitaux centraux et diminuent les renvois lointains. Cette déconcentration progressive ne résout pas tout, mais elle rééquilibre l'action publique. Sous Ibrahim Traoré, l'État apparaît moins comme un centre éloigné que comme un réseau de points actifs,
capables de produire des services de base à proximité. Pour les entreprises locales, notamment dans l'agriculture et la transformation, les conséquences sont surtout liées à la chaîne de valeur. L'accès aux intrants subventionnés, à la mécanisation et aux unités de traitement améliore la prévisibilité. Des produits auparavant vendus bruts peuvent être transformés, stockés et commercialisés avec une qualité plus stable. Cela n'élimine pas les contraintes de marché ni les risques sécuritaires, mais cela crée des marges de manœuvre nouvelles pour investir, embaucher et planifier. À moyen terme, cette stabilisation peut attirer des partenariats régionaux à condition que la continuité soit maintenue. Pour les citoyens, l'impact est plus diffus mais immédiatement perceptible. Des trajets plus courts vers les marchés, l'école ou les soins réduisent les coûts en temps et en argent. Les programmes de participation civique modifient aussi le rapport à l'action publique. Être impliqué dans l'entretien d'une route, la gestion d'un centre ou l'organisation d'activités communautaires transforme la perception de l'utilité collective. Le bénéfice n'est pas seulement matériel, il est aussi symbolique, lié à la reconnaissance et à la responsabilité partagée. Au niveau régional, enfin, les conséquences sont surtout d'image et de positionnement. Un pays capable de produire, de soigner et de former avec ses propres moyens parle différemment à ses partenaires. Les données mises en avant, qu'il s'agisse de volumes agricoles transformés ou d'infrastructures opérationnelles, servent de signaux. Elles ne garantissent pas une autonomie totale, mais elles déplacent le rapport de force discursif. Le Burkina Faso n'est plus présenté uniquement comme un espace de crise, mais comme un laboratoire d'initiatives endogènes observées de près. Ces quatre lectures convergent vers un même point. Les politiques en cours n'ont pas un effet uniforme, mais elles créent des asymétries positives là où il n'y avait que des blocages. Les gains restent inégaux et fragiles, dépendant de la sécurité et de la gouvernance locale. Toutefois, leur accumulation produit un changement d'attente. L'action publique est jugée sur ce qu'elle permet concrètement, ici et maintenant, plutôt que sur des promesses lointaines. Cette phase constitue le paiement de la curiosité ouverte plus tôt. Les conséquences ne sont ni spectaculaires ni définitives, mais elles sont suffisamment tangibles pour modifier les comportements. C'est sur cette base que les scénarios des prochains mois peuvent être esquissés, sans prédire, mais en balisant les trajectoires possibles. Dans l'hypothèse la plus probable, tout repose sur la continuité. Les initiatives actuelles se poursuivent à un rythme comparable avec des ajustements progressifs et des contraintes sécuritaires toujours présentes. Dans cette trajectoire, les programmes agricoles et sociaux consolident leurs noyaux existants sans extension massive. Les gains restent mesurés, mais la prévisibilité s'améliore. L'État renforce sa capacité à maintenir ce qui a été lancé, ce qui stabilise les attentes sans provoquer de rupture majeure. Sous Ibrahim Traoré, cette option correspond à une gestion prudente du temps et des ressources. Si l'on imagine une évolution plus favorable, cela suppose une amélioration relative de l'environnement sécuritaire et logistique. Dans ce cas, les effets d'entraînement deviennent plus visibles. Les routes facilitent davantage la circulation des biens, la transformation locale absorbe une part croissante de la production, et les centres de santé réduisent plus nettement les renvois coûteux. La participation citoyenne gagne en régularité, ce qui diminue les coûts de maintenance. Ce scénario ne repose pas sur un saut qualitatif spectaculaire, mais sur une accumulation cohérente qui accélère légèrement la dynamique enclenchée. A l'inverse, une évolution défavorable envisagerait une dégradation des contraintes. Une recrudescence de l'insécurité, des chocs extérieurs ou des tensions budgétaires pourrait se ralentir, voire interrompre certains programmes. Les projets les plus récents
seraient les premiers affectés, créant des poches de frustration. Le risque principal serait alors une rupture de confiance, plus coûteuse à réparer que les pertes matérielles elles-mêmes. Dans cette hypothèse, la question ne serait pas seulement celle des moyens, mais celle de la priorisation et de la communication. Ces trois hypothèses ne sont pas des prédictions. Ils servent de cadre de lecture pour observer les signaux faibles et forts dans les mois à venir. Une recommandation de méthode s'en dégage. Juger moins les annonces que la capacité à maintenir, ajuster et expliquer. C'est dans cette gestion de l'incertitude, plus que dans l'ampleur des promesses, que se jouera la crédibilité de la trajectoire actuelle. À ce stade, l'analyse se rapproche du vécu des publics concernés. Pour les ménages ruraux, la question centrale n'est pas la souveraineté abstraite, mais la régularité des récoltes, l'accès aux intrants et la possibilité de vendre E2D à un prix stable. Lorsque des routes sont praticables et que des marchés fonctionnent, les décisions quotidiennes changent. Investir un peu plus, diversifier, scolariser un enfant plus longtemps. Ces micro-choix répétés constituent le socle des effets macro à venir. Pour les jeunes, notamment en zone urbaine et périurbaine, l'enjeu est celui des perspectives. Les formations professionnelles, les chantiers d'infrastructure et les initiatives sportives offrent des trajectoires alternatives à l'attente ou à la migration. Elles ne garantissent pas un emploi immédiat pour tous, mais elles rendent visibles des chemins possibles. Cette visibilité compte car elle influence la confiance et la projection dans l'avenir. Les professionnels de la santé et de l'éducation forment un autre groupe clé. La création ou la remise à niveau de centres de proximité modifie leurs conditions de travail et leur utilité sociale. Être affecté dans un centre fonctionnel, équipé et reconnu localement change la motivation et la rétention. Pour les usagers, cela se traduit par une relation plus stable avec des services auparavant perçus comme lointains ou inaccessibles. Enfin, pour les acteurs économiques locaux, la prévisibilité institutionnelle est déterminante. Savoir que des programmes se poursuivent, même à petite échelle, facilite la planification et limite les comportements d'attente. Sous Ibrahim Traoré, cette stabilité relative, si elle se confirme, peut transformer la prudence défensive en initiative mesurée. L'impact n'est pas uniforme, mais il devient lisible à travers des décisions concrètes. Ce lien avec le public rappelle un point essentiel. Les politiques prennent sens lorsqu'elles influencent comme des choix quotidiens. C'est à ce niveau que la trajectoire se consolide ou se fragilise, bien au-delà des discours et des indicateurs agrégés. La question clé devient alors celle de la tenue dans le temps. Les autorités ont esquissé une feuille de route en plusieurs étapes, pensée moins comme un plan figé que comme un cadre d'ajustement. La première étape consiste à consolider l'existant. Routes secondaires, centres de santé communautaires et unités de transformation doivent atteindre un niveau de fonctionnement stable avant toute extension. Cette phase privilégie la maintenance, la formation des personnels locaux et la clarification des responsabilités. La deuxième étape repose sur la montée en compétences. Dans l'agriculture, cela signifie passer d'un accès ponctuel aux intrants à une maîtrise progressive des cycles de production et de transformation. Dans la santé et l'éducation, l'accent est mis sur le recrutement, la formation continue et la répartition territoriale. L'objectif n'est pas seulement d'ouvrir des infrastructures, mais de garantir leur usage effectif. Sous Ibrahim Traoré, cette logique est présentée comme un déplacement du centre de gravité de l'investissement matériel vers le capital humain. La troisième étape concerne la coordination institutionnelle. Les programmes sectoriels doivent partager des indicateurs communs
et des calendriers compatibles afin d'éviter les effets de silo. Cette coordination est aussi horizontale avec les collectivités et les communautés, afin que l'information circule et que les ajustements soient rapides. Le critère de succès n'est pas l'absence de problème, mais la capacité à corriger sans rupture. Enfin, une étape transversale touche à la mesure. Chaque action est associée à des indicateurs simples orientés vers l'usage réel plutôt que vers la seule annonce. Kilomètres praticables, taux de fréquentation, volume transformé, délai réduit servent de repère. Cette approche vise à ancrer la crédibilité sur des éléments vérifiables. Cette feuille de route n'élimine pas les risques. Elle propose une méthode pour les contenir. Sa pertinence dépendra de la constance politique, de la sécurité et de l'adhésion locale. C'est sur ce terrain, plus que sur les déclarations, que la trajectoire sera jugée. Le fil conducteur revient ici à ce qui a été observé dès le début, des gestes concrets, répétés, inscrits dans le quotidien. Une route réparée, un centre de santé fonctionnel, une formation accessible, un marché plus fluide. Pris séparément, ces éléments semblent ordinaires. Ensemble, ils racontent une transformation plus profonde, celle d'une société qui tente de reprendre prise sur ses propres leviers. Ce rappel renvoie aux premières scènes évoquées plus tôt, là où l'impact était d'abord discret, presque invisible. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure isolée, mais comme un point de convergence d'une méthode. L'insistance sur la participation, la synchronisation des secteurs et la recherche de résultats tangibles créent une cohérence narrative. Ce n'est pas une promesse d'aboutissement rapide, mais une invitation à juger sur la durée. Le motif récurrent est celui de la responsabilité partagée entre État, institutions locales et citoyens. L'émotion ne vient pas d'un triomphe annoncé, mais d'un déplacement d'attitude. Passer de l'attente à l'engagement, du scepticisme à l'expérimentation, de la dépendance à l'initiative. Cette bascule reste fragile et réversible, mais elle marque une rupture avec l'immobilisme antérieur. C'est cette rupture, plus que les chiffres ou les infrastructures, qui donne sens à la trajectoire décrite et prépare la dernière question adressée au lecteur. Au terme de ce parcours, il reste moins une conclusion qu'un espace de discussion. Les éléments présentés ne dessinent ni un succès garanti, ni un échec annoncé. Ils offrent un matériau pour réfléchir à une question plus large. Comment juger une trajectoire politique lorsqu'elle se construit sous contrainte par ajustements successifs et avec une forte implication sociale? Le cas du Burkina Faso invite à dépasser les lectures binaires et à observer les mécanismes à l'œuvre. Pour certains, l'intérêt réside dans la méthode. Coordination minimale, priorité claire, participation locale. Pour d'autres, l'enjeu est la mesure. Quels indicateurs retenir, sur quelle durée et avec quelle transparence? D'autres encore s'interrogent sur la transférabilité. Ce type d'approche peut-il inspirer des contextes similaires ou dépend-il trop de facteurs spécifiques? Sous Ibrahim Traoré, l'expérience burkinabé est encore en cours. Elle ne demande pas une adhésion immédiate, mais une attention soutenue. Observer, comparer, questionner fait partie du processus démocratique au sens large. Alors, selon vous, quels critères devraient primer pour évaluer ce type de transformation? La rapidité, la durabilité, la participation ou la capacité à s'adapter au choc?